En ce qui concerne le trauma sexuel, c'est vrai, Roméo, que toi, tu demandes à chaque nouveau client s'il a vécu des choses de cet ordre-là. Oui, Je ne le faisais pas avant, ça arrivait à la fin d'une séance, quand la personne partait. Oh, j'ai oublié de vous dire, quand j'étais petite, mon beau-père, tatata. complètement. Tel va être le sujet de cette vidéo et aussi le sujet du Café de l'amour du lundi 20 juin à 20h à Paris, dans lequel je recevrai Roméo Cournal. Bonjour Roméo. Bonjour Bénédicte et bonjour à tous. Sodomie la première nuit, y avez-vous réfléchi? Vous vouliez le grand amour, il a fui au petit jour. Bonjour, good morning. Je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis 2004. Ici, on parle toujours cash, mais jamais trash, d'amour, de célibat et de schéma relationnel. C'est parti! Maintenant, on va parler des traumas sexuels parce que c'est un sujet qui est assez lourd. On a vu aussi ensemble lors de cette, entre guillemets, formation que même si quelqu'un, lors d'une colonoscopie, a eu des images d'abus de son père qui remontent, on le traite comme si c'était vrai. Oui, Même si ça se passe pendant une séance de plantes psychotropes, si oui. quelque chose a été vu, même si on n'a pas la preuve, que ce soit par un voisin ou que ce soit par quelqu'un de la famille ou les parents directement. Absolument, absolument. Parce que le patient soit dans une fabulation ou pas, le fait est que l'imaginal va créer une réaction émotionnelle chez elle. Et si cette personne a une réaction émotionnelle qu'elle n'a pas extériorisée, ben justement, totalement en tout cas, qu'elle s'interdit par exemple de penser. Il y a des personnes qui, en fonction de leur religion, leur culture, leur famille, auront honte finalement d'avoir eu ce genre de pensée-là, d'avoir eu ce genre de rêve ou de rêverie, et du coup vont refouler finalement ça, et donc vont se faire un trauma sexuel tout seuls comme des grands, alors qu'elles n'auront pas vécu l'événement. Même si elles ne l'ont pas vécu, elles se font quand même le trauma. En même temps, quand une femme qui accouche d'une fille a des images qui remontent de l'enfance, des images qui n'étaient jamais arrivées à sa conscience, quand une femme sous plante psychotrope se voit en train de faire une fellation à l'âge de 5 ans avec un des gars de la colo où elle était quand elle était petite, bah, regarde le cas de Flavie Flamand. Flavie Flamand qui était violée par David Hamilton, enfin c'est pas un secret, elle en a écrit un bouquin. Elle a été violée, elle avait 12-13 ans et s'est remontée à sa conscience après des années de thérapie vers 35-40 ans. Moi, ce que je trouve curieux, et c'est de ça dont j'aimerais parler avec toi, c'est comment se fait-il qu'une femme qui donne naissance à une fille se souvienne des traumas qu'elle a vécus, ça on peut comprendre. Mais quand ça vient par une colonoscopie ou par un examen médical un peu intrusif, c'est ça qui est intéressant. Oui. Je pense que là, on a aussi la réponse. C'est quand même des femmes qui découvrent à l'âge de 40 ans qu'il s'est passé quelque chose avec des images fortes et qui après savent pas bien quoi en faire. C'est quelque chose que j'ai vécu très souvent. Parce qu'en fait, le trauma, au moment où il est vécu, peut en fait développer chez la personne qui l'a vécu un phénomène de sidération. Face à un stress, le cerveau a 3 réponses qu'il peut produire: l'agressivité, la fuite ou la sidération. Lorsque la personne ne peut ni s'affirmer et agresser, ni fuir, elle va développer une sidération. La sidération se manifeste précisément par une anesthésie sélective, en vrai, mais en plus de l'anesthésie, il y a une amnésie sélective qui peut effectivement être mise en œuvre. Pourquoi est-ce que c'est lorsqu'il y a un examen, genre une coloscopie, lorsqu'il y a un accouchement que ça remonte? Précisément parce que l'anesthésie a été mise en place de façon sélective et légère. Donc, il faut une surstimulation de la zone concernée pour que l'événement se révèle à la conscience. D'accord? Jusque-là, la personne a certainement été donc non seulement amnésique, mais encore une fois anesthésiée par rapport à cette zone-là. Si ça se trouve, c'est aussi des personnes qui, par exemple, n'avaient pas une très forte libido ou n'arrivaient pas à atteindre l'orgasme, etc., etc. On en a eu plein dans nos cabinets. Mais lorsqu'on est dans un examen qui effectivement est intrusif et peut être, les chirurgiens ne sont pas tous totalement doux et peut-être qu'ils n'en ont pas non plus l'occasion. Hein. Je veux dire, il y a des moments où on est dans l'urgence, il faut qu'on intervienne. On ne se pose pas la question de savoir si on fait mal ou pas. On a une vie à sauver, donc on y va franco. Et lorsqu'il y a, par exemple, accouchement, ben, ça peut justement sursolliciter avec tout ce que ça produit déjà comme ébullition au niveau neuronal et au niveau hormonal. Donc, on peut comprendre qu'effectivement, cette sursollicitation-là est réveillée ce fantôme qui dormait. Et c'est de là que ça vient. Et quand l'image, en fait, remonte, le but du jeu n'est pas de savoir si l'événement est exact. Parce qu'en fait, en
vrai, et ça c'est ma fameuse phrase, rien de ce qui se passe n'est important. Rien de ce que l'on fait n'est important. Tout est relatif dans ce que l'on fait. Ce qui est important, c'est ce que l'on ressent. Et lorsqu'effectivement ces personnes ont ressenti cette charge émotionnelle, là où le praticien doit être compétent à accompagner, c'est qu'il doit expliquer justement pourquoi il y a eu cette amnésie, et cette amnésie était complètement salutaire. Ce n'est pas un dysfonctionnement du cerveau. Au contraire, c'est précisément parce que cette personne ne pouvait pas vivre. Tu imagines une gamine de 13 ans qui se fait violer par une personnalité, elle ne peut pas vivre avec ça. Il faut qu'elle continue, en fait, à vivre. Alors, elle ne peut pas vivre avec ça dans sa conscience, dans son conscient, je veux dire, mais c'est géré dans son non-conscient. Et ça a donné certainement des comportements ou déviants ou maltraitant dans sa vie, par exemple sexuelle ou sa vie amoureuse, mais elle ne pouvait pas vivre avec ça dans son conscient. Il fallait qu'elle continue, sa part principale, j'ai envie de te dire, continue à vivre. Maintenant que la chose, effectivement, est remontée, il y a peut-être un peu un effet élastique. Tu sais, l'élastique, plus tard tu le lâches, plus il fait mal quand il revient. Et du coup, là où on doit accompagner effectivement ces personnes, c'est dans une démarche de compréhension, dans une démarche de pardon, encore une fois, et dans une démarche d'extériorisation de la charge émotionnelle. Il faut qu'on permettre, qu'on autorise, que les personnes se sentent autorisées à ressentir tout ce qu'elles ressentent. On est trop souvent, jusqu'à présent, et c'est un très grand tort, dans le milieu du développement personnel, dans le milieu de la thérapie, on est trop souvent à dire aux personnes qu'il ne faut pas qu'elles se sentent mal. On ne peut pas faire l'économie de la douleur dans l'expérience humaine. On peut faire l'économie de la souffrance, mais pas de la douleur. Avoir mal, ça fait partie de la vie. Avoir mal, on aura mal jusqu'à la fin. Par contre, la souffrance, c'est la résistance, au contraire, que je mets sur la douleur. Et du coup, pensant bien faire, on est en train de développer des personnes qui sont de plus en plus souffrantes. Comme dit Eckhart Tolle, par exemple, on va développer encore plus le corps de souffrance des personnes, pensant bien faire. Mais en réalité, c'est de la malveillance inconsciente, mais de la malveillance quand même. Alors, moi, ce que j'ai trouvé quand même assez fort dans cette rencontre qu'on a eue, parce qu'il y avait beaucoup de médecins, gynécologues, tunisiennes, et puis aussi une Algérienne en particulier, j'ai été sidérée de la violence de ce qu'elle racontait en ce qui concerne les témoignages de leurs patientes. Mais ça montre que l'abus sexuel est quelque chose de beaucoup plus présent qu'on ne l'imagine, probablement sous-estimé, même si à un moment donné, la grande mode aux États-Unis consistait à dire que toutes les filles avaient été abusées par leur père. Donc, on est dans l'extrême. Ça, c'était dans les années, je dirais, 90, 2000, quelque chose comme ça. Ce qui est sûr, c'est que concrètement, la sexualité de mes coachés est très souvent impactée par des traumas. Et le trauma, ça peut être, par exemple, cet homme qui allait devenir prêtre et qui, sur les barricades de mai 68, se compromet avec Marie-Chantal qui tombe enceinte. Il épouse donc Marie-Chantal, il renonce à la prêtrise et son fils, lorsqu'il a 38 ans, vient me voir avec sa compagne parce qu'il la traite comme une chienne dans les moments de sexualité et la seule chose qui l'excite, c'est de pouvoir lui faire mal et la dominer. Mon intuition première, c'était que qu'est-ce qui pouvait contrebalancer l'Église et son exigence, sinon l'extrême domination, parce que finalement l'Église aussi domine, d'autant plus que les prêtres ne peuvent pas se marier parce que ça coûtait trop cher au pied du mont Athos à nourrir toutes ces familles. Alors que dans la plupart des religions, les protestants, les juifs, etc., tout cela, ils peuvent avoir une sexualité. Donc, moi, ce que je trouverais intéressant, c'est que tu puisses donner des clés pour ces hommes qui ont des fantasmes ou d'extrême soumission, ou d'extrême domination, ou de choses et d'objets bizarres, ou de contextes. J'ai déjà vu, il faut que ce soit à telle heure, au lever du soleil, sous une grille, dans la nature, même ces gens qui sont dans les bois et qui s'exposent. Enfin, tu vois, tous les fantasmes qui existent, il y en a un paquet. Donc, j'aimerais que tu donnes un éclairage sur ces sexualités qui empêchent les gens de vivre, parce que quand ils veulent arriver à réaliser leurs fantasmes, ils doivent passer des heures et des semaines en amont pour amener l'autre dans son fantasme. C'est ce que j'appelle l'entonnoir. Donc, il y a ça. Et d'autre part, il y a bien sûr les femmes qui acceptent, et c'est pas par hasard non plus. Et puis, il y a tous ces attouchements, toutes ces mains dans la culotte, ou qui sont restées au bord de la culotte. Il n'y a pas vraiment eu de pénétration, mais quand même, enfin, moi, j'ai des tas de coachés qui me parlent d'un personnage de la famille qui les prend sur leurs genoux et qui s'amuse, quoi. Oui. Ça est quand même très présent. Oui, alors sur le premier exemple que tu as donné, tu as bien parlé de barricade de mai 68. Alors en neurosciences, il y a un phénomène qu'il ne faut pas ignorer qu'on appelle la confusion de l'excitation sexuelle. Alors c'est un principe, figure-toi, qui était même utilisé par les services secrets. C'est-à-dire que quand deux personnes s'exposent au même stress, en fait, il se passe dans le cerveau ce qu'on appelle une
confusion de l'excitation sexuelle. C'est-à-dire que les deux personnes qui se retrouvent dans une situation de danger imminent, donc on parle d'émeutes, on parle des barricades, etc. En fait, l'irrépressible, si tu veux, attirance qu'a eu ce prêtre pour Marie-Chantal est liée à ce contexte-là. D'accord, l'agencement qui fait que, comme on est près de la mort, l'équilibre naturel des choses n'étant jamais menacé, plus je vais me rapprocher de mon Thanatos, plus mon Eros, en fait, va surcompenser pour toujours garder l'équilibre. Et donc, du coup, alors j'imagine en plus toute la déception, la contradiction, enfin tout ce qui a pu se passer dans la tête de cet homme, en fait, en vrai. Donc, il a transmis justement ce trauma à ses enfants. Et en fait, quand tu regardes bien, pourquoi est-ce qu'on parle d'avoir mal? Pourquoi est-ce qu'on parle de violence? Parce que précisément, ça fait partie des informations du trauma racine, du trauma qui est fondateur dans cette histoire-là. Pourquoi est-ce que les personnes vont autant aller chercher l'intensité? C'est ce qui nous donne l'intensité, que ce soit dans l'exhibitionnisme, que ce soit dans le SM, que ce soit dans tout ce que tu veux. L'intensité est donnée par la peur. D'ailleurs, dans tous nos domaines de vie, ce qui rend quelque chose intense, c'est la peur. Qu'est-ce qui rend aussi intense l'amour que j'ai pour mes enfants? C'est la peur que j'ai de les perdre. Qu'est-ce qui rend aussi intense finalement l'expérience pour les personnes qui font l'expérience de se faire attacher, de se faire frapper, etc. Qu'est-ce qui rend ça aussi intense? C'est le fait justement que ce soit interdit et c'est le fait qu'à terme, ça peut effectivement représenter un certain danger. Et du coup, il y a cette confusion finalement de l'excitation sexuelle qui fait que le cerveau va produire la même neurochimie. C'est encore une question de neurochimie. Le système nerveux va produire la même neurochimie dans la terreur que dans ce plaisir-là. D'ailleurs, l'excitation en matière générale, c'est un mélange de joie et de peur. Alors, dans ce cas-là, est-ce qu'on peut envisager que le trauma d'origine, qui va être un abus quelconque, va impliquer un traumatisme qui va être mis en scène à travers des fantasmes sexuels, pour être un mélange d'intensité et de peur qui permet de revivre ce qui a été vécu autrefois et ce qui s'est développé autour du trauma? Absolument. C'est-à-dire que le traumatisme, c'est justement la personnalité que le traumatisé, justement, aura développée pour gérer symboliquement le trauma passé. C'est ça. Et ce trauma pourra avoir été hérité, en vrai. La personne n'a pas forcément elle-même vécu. Donc, le cas que tu donnais de finalement l'enfant qui est né de ce père 68 ans, mais si les choses ne sont pas traitées, cet enfant aura un enfant, qui aura un enfant, qui aura un enfant. Dans 120 générations, on revient, comme je dis, c'est un système nerveux, c'est un cerveau, c'est pas une Renault, ça s'arrête pas avec le temps. Donc, le principe, c'est que tant qu'on n'a pas modifié le schéma ne se modifie pas tout seul. Justement, pour ces hommes qui sont accros au porno, et j'en ai eu quelques-uns en coaching, et qui ont besoin toujours de situations très intenses. Et le problème du porno, c'est que ça doit être de plus en plus intense. Parce qu'au bout d'un moment, il y a une lassitude. Donc, ces hommes-là, finalement, ils passent une partie de leur temps à se masturber, parfois même dans les toilettes de leur boulot, mais sans aller jusqu'à l'extrême. Ça les empêche d'avoir une vie amoureuse équilibrée parce qu'en fait, ils n'ont pas l'énergie ni le temps pour ça, tellement ils sont obsédés. J'ai même un client qui me disait l'autre jour, depuis que je suis avec vous, j'ai changé parce qu'avant, quand j'avais rendez-vous avec une fille, je me disais, où est-ce que je vais la sauter? Là, je peux pas l'emmener, il y a mes enfants. Est-ce que je vais l'emmener dans un club échangiste? Est-ce que je l'emmène à l'hôtel? Donc, je vais la sauter de telle heure à telle heure. Il m'a dit, c'est fou, je vais à un rendez-vous pour la première fois. Je me pose pas de questions. Et sa vie tournait autour de sa sexualité. Les personnes hypersexualisées comme ça, en fait, sont sous le coup d'une addiction. Alors, il faut savoir que personne n'est jamais accro à une autre personne, à une substance, à un comportement. C'est surprenant de dire ça, je sais bien, mais en fait, on n'est pas accro à ça. On est accro à la neurochimie que ça procure, à l'émotion que ça procure. On est accro au shoot de dopamine que ça procure, que ce soit de la cocaïne, du crack, du sexe, de l'alcool, on est accro au shoot de dopamine que ça procure. Et en fait, ces choses se traitent comme un sevrage. Quand tu regardes bien, les personnes victimes d'abus, de violences physiques, en réalité, sont dans la même addiction. Elles sont accros à la neurochimie que provoque la violence reçue, la violence physique, d'accord? On retrouve chez les personnes qui sont SM, en fait. Que tu sois l'abuseur ou la proie, les deux sont accros à la même chose. Complètement. C'est les deux faces d'une même pièce. La plupart du temps, quand je vois des sevrages de porno, c'est en gros de diminuer progressivement la quantité. C'est pas toujours simple. Non, en tout cas, c'est pas comme ça que je procède. Je vais justement repérer le déséquilibre neurochimique. Je vais effectivement complémenter. Je vais, par une série d'intégration, il y a plusieurs protocole d'intégration. Je vais finalement apprendre au corps à associer une autre neurochimie à cet événement-là et je vais apprendre au corps à associer cette neurochimie à un autre événement. Par exemple, les personnes qui sont justement accros à la violence, on va enseigner au système nerveux à générer une neurochimie qui sera plus agréable dans la douceur que dans la violence. Le cerveau peut tout apprendre.
Si on sait lui parler, il peut tout apprendre. Il a appris qu'effectivement, la violence était grisante. On peut lui apprendre que la caresse est grisante. Alors, moi, du coup, ça m'amène à poser une question qui va intéresser beaucoup de coachés et de personnes qui m'écoutent, parce que ce qui ressort en ce moment des applications de rencontres et des sites, ce sont essentiellement... Alors, il y a des femmes aussi, mais il y en a moins quand même. Essentiellement des hommes qui ne savent pas comment faire pour concrétiser un acte sexuel, qui vont commencer à érotiser par écrit, qui vont essayer d'aller chez la fille, qui vont mettre en place des stratégies d'entonnoir. C'est ce que je te disais tout à l'heure à propos du fantasme, donc c'est la même idée. Et elles passent leur temps finalement à les nexter parce que ça les intéresse pas. Alors tu vas me dire, oui, on peut commencer par faire l'amour et finalement tomber amoureux l'un de l'autre, mais concrètement, il y en a quand même beaucoup qui font l'expérience. Une fois que l'expérience est concrétisée, le mec disparaît. Là, ces hommes-là, ils sont pas forcément victimes de traumas sexuels, n'ont pas forcément des pères qui ont trahi l'Église, ne sont pas forcément le résultat d'un choix subi. Qu'est-ce que tu peux donner aujourd'hui comme explication à cette espèce de frénésie sexuelle qui est quand même beaucoup plus importante qu'avant? C'est-à-dire que j'ai l'impression d'année en année, et surtout depuis le confinement et les couvre-feux, où les gens se masturbaient par WhatsApp ou au téléphone, en visio, ou allaient directement chez les uns chez les autres parce qu'il y avait beaucoup d'interdits. Moi, j'ai l'impression que le relationnel, enfin, ce qui était avant un échange, un partage et une rencontre, devient d'abord on baise et puis ensuite on verra ce qui se passe. Qu'est-ce que toi tu en penses de ton point de vue des neurosciences et de ton expérience de terrain? Pour moi, le socle principal de ça, justement, n'est pas le trauma sexuel. Comme tu as dit, c'est un traumatisme au niveau sexuel, mais qui n'a pas pour origine un trauma sexuel, qui a pour origine un trauma beaucoup plus courant. C'est un trauma de type 2 que l'on appelle l'éducation. Je m'explique. Le deal de l'éducation, c'est que les autorités, le groupe social dans lequel nous évoluons, exigent de nous un comportement en échange de l'attention qu'ils nous donnent. Sinon, nous sommes punis. Si on montre effectivement ce comportement, nous sommes récompensés. Là, je parle encore de biochimie. C'est ça qui donne cette addiction, en fait, à la conformation et à d'autres choses. Le prix à payer pour avoir l'attention du groupe social se résume, en fait, en 5 injonctions inconscientes, ce qu'on appelle les fameux messages contraignants. Les psychologues appellent ça des drivers, mais nous, on appelle ça des messages contraignants. Sois parfait, sois fort, dépêche-toi, fais plaisir, fais des efforts. Le deuxième message contraignant, c'est sois fort. La croyance racine qu'il y a derrière ça, c'est la vie est un combat. Donc, l'autre est dangereux. La vie est un combat, donc sois fort. L'injonction, c'est montre-toi menaçant et cache ta vulnérabilité. Le souci, c'est quoi? Tu as dû remarquer que, et malheureusement, le développement personnel prône également beaucoup ça, le coaching. Il faut être fort, il faut être vaillant. Tu sais, tu as le chat qui se regarde dans le miroir, qui voit un lion, donc il faut être un lion, il faut être une reine, il faut être un roi, il faut être un guerrier, etc., etc. Donc, il faut être fort. Le souci, c'est que sois fort, c'est une injonction, effectivement, à cacher sa vulnérabilité. Il faut être puissante et puissante. Il faut être puissant. Soyez une femme puissante. Et c'est là où, justement, les hommes deviennent impuissants. Et ça, c'est quelque chose de relativement nouveau. Je me l'explique au niveau collectif par rapport à ça. Sois fort, cache ta vulnérabilité. Le problème, c'est que l'autre face de la vulnérabilité, c'est ce qu'on appelle l'intimité. Donc, il y a une différence entre baiser et faire l'amour. Donc, si on veut baiser, on baise, d'accord? Jackie et Michel nous apprennent ça très bien. Par contre, pour faire l'amour, pour avoir un moment de tendresse intense, ça exige un certain niveau d'intimité. Et donc un certain niveau de vulnérabilité. Et si j'ai cette exigence de force, si j'ai cet interdit de la vulnérabilité, je ne peux pas faire l'amour. Je ne peux pas. Donc effectivement, on va se rencontrer sur les applis et puis on va baiser, mais on ne fera pas l'amour. Et pourquoi, alors qu'avant, on se rencontrait sur Mythique, sur des tas de sites, et on se faisait l'amour? Alors, il y a plein de choses. Les chaînes d'information en continu, les autorités médiatiques et les autorités commerciales sont les plus récentes dans l'histoire de l'humanité. Et du coup, le moindre conflit en quelque part sur la planète peut nous être relayé. Et donc, on est abreuvé d'informations surstressantes qui vont sursolliciter nos glandes surrénales et qui vont justement exiger de nous que nous soyons forts. Il faut être fort, il faut être fort. Il ne faut pas se laisser abattre. Parce que si je me laisse abattre, voilà, après, il y a eu Covid, il y a eu tout ce que tu veux, mais il faut être fort, il faut être fort, il faut être fort, il faut être fort. Et à force d'être fort, on ne sait pas être faible. On ne sait pas être vulnérable, donc on ne sait pas être intime. Tu veux dire que les éléments de la société, le déclin de l'Occident et tout le bordel qu'il y a en ce moment, ont finalement amené les hommes à avoir des comportements compulsifs, pulsionnels et de prédateurs, en fait, j'ai envie de dire, parce qu'il y a tellement de pression que la vulnérabilité n'étant plus possible, il est hors de question de s'abandonner à une femme. Complètement. Je sollicite mon thanatos, ma pulsion de mort, parce qu'il y a la guerre, parce qu'il y a le virus, parce qu'il y a X, parce qu'il y a Y. De toute évidence, mon éros va
va surcompenser pour qu'il y ait toujours justement cet équilibre-là. Et à mon sens, c'est le facteur principal. Il y en a plein d'autres, hein, mais le facteur principal, parce qu'il est partagé finalement par tout le groupe social, je crois qu'effectivement, les personnes qui aujourd'hui ont une sexualité épanouie ne s'intéressent pas au malheur du monde. Ces personnes-là arrivent effectivement à avoir une intimité, arrivent à s'abandonner, à explorer justement leur part féminine et leur part masculine, mais les personnes qui sont tout le temps dans le stress, dans le « on va tous mourir », en fait, ne peuvent pas mettre en place cette intimité. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre message contraignant qui est très fort là-dedans, c'est « dépêche-toi ». Donc, montre ton anxiété, cache ta sérénité. Dépêche-toi parce que tu n'as pas tout le temps. À quel moment est-ce que le temps s'arrête? C'est avec la mort. Et d'ailleurs, de l'espace, temps, relation et possession, la seule chose qui s'arrête avec la mort, c'est le temps. La relation ne s'arrête pas parce qu'on peut continuer à aimer quelqu'un même si la personne est décédée. La possession ne s'arrête pas. Par exemple, le bijou de grand-mère est le bijou de grand-mère, même si ça fait 50 ans que grand-mère est passée de l'autre côté, mais ça reste le bijou de grand-mère, d'accord? La possession ne s'arrête pas. La relation ne s'arrête pas. Ce qui s'arrête, c'est le temps. Et donc, dépêche-toi, c'est une pression à la mort. Tous les prédateurs sexuels sont des flippés de la mort. Toutes les personnes qui ont une sexualité débridée sont des flippés de la mort. Donc, si notre rapport à la mort n'est pas apaisé, il est normal, Eros Thanatos, il est normal en fait que la sexualité soit débridée. Alors, qu'est-ce que tu donnerais en conclusion comme conseil à ces femmes qui ont vraiment envie de vivre l'amour et qui tombent sur des hommes, enfin qui sont quand même une majorité, très peu qui passent sous leur codine et qu'elles peuvent rencontrer? Très clairement, le déconditionnement. Il n'y a pas autre chose que ça. Se libérer de son éducation, s'émanciper de l'esclavage mental pour tous. Non, mais sois concret. Quand elle est sur un site et que sur le site, le mec commence Non, arrête le site. Arrête avec ça. Et justement, moi, ce que je leur dis, c'est éteins le site, désinscris-toi, désabonne-toi, déconditionne-toi, libère-toi, modifie ta personnalité. Parce qu'encore une fois, c'est ta personnalité qui crée ta réalité personnelle. Si tu veux changer de réalité personnelle, si tu veux rencontrer autre chose que des pervers, si tu veux vivre autre chose qu'une sexualité débridée, si tu veux vivre autre chose que ce que tu as déjà vécu, tu dois changer ta personnalité. Tu dois changer profondément qui tu es. Tant qu'à faire, puisque tu dois changer de personnalité, autant que tu deviennes qui tu es, ton soi authentique. Parce que qui tu es, c'est un moi social, c'est un personnage fictif, superficiel et suradapté que tu as dû créer, que tu as eu raison de créer pour vivre, parce qu'autrement tu ne serais pas là à en parler, mais que tu as encore plus raison aujourd'hui de déconstruire pour l'aligner sur ton soi authentique, ta singularité, la personne que toi seul es dans l'histoire de l'humanité, la seule dans l'histoire de l'humanité qui gère l'espace, le temps, les relations et les possessions comme toi tu sais le faire. Donc c'est toute une démarche en fait, bien évidemment, je ne vais pas la détailler ici, et c'est extrêmement concret parce que ça se mesure, ça s'identifie un moi social, ça se mesure, ça s'identifie un soi authentique à travers un système de valeurs motrices, à travers un ikigai, à travers des intelligences naturelles, à travers un mode opératoire identitaire itératif, parce qu'on a tous un cerveau et le cerveau a un seul mode opératoire, il n'en a pas deux, il a un seul mode opératoire. Et en fait, du moment que j'ai fait cette rencontre, comme dit Carl Gustav Jung, du moment que j'ai fait ce colloque avec moi-même, à partir de ce moment-là, je peux choisir ma vie, mais pas avant. Tant que je ne l'ai pas fait, je suis toujours dans ce que Bob Marley appelait l'esclavage mental. Je suis toujours sous le coup justement de mon conditionnement socio-éducatif et culturel. Donc si tu parles de conditionnement, est-ce que l'exemple que je vais te donner est approprié? Par exemple, tu as été une bonne fille, un bon garçon, papa et maman ont exigé beaucoup de choses de toi et donc tu as plutôt tendance à faire plaisir, ou au contraire, tu as dit jamais je ne rentrerai dans votre moule et je vous emmerde, tu deviens un rebelle, #provocateur. Ce que tu appelles le déconditionnement, c'est sortir de ces extrêmes qui sont forcément des réactions en faisant comme ou en faisant contre. C'est ça. Absolument. Mais faire comme ou faire contre, c'est toujours faire par rapport à. C'est ça. Donc, on est toujours dans une externalisation de causalité, ce qu'on appelle en psychologie une névrose. Et en fait, lorsque je fais pas comme, mais ni contre ni comme, et que je fais en fonction de ce que mes tripes me disent, ça veut dire que j'ai contact avec mes tripes. Donc, ça veut dire que j'ai contact avec ma propre vulnérabilité. Ça veut dire que j'ai contact avec ma propre singularité. Ça veut dire que j'ai guéri ma blessure narcissique. Ça veut dire que j'ai dépassé ma dépression infantile précoce. C'est le seul moyen. Il n'y a pas d'autre voie, je vous garantis. J'ai cherché, j'ai pas à trouver.
Mais on est bien d'accord qu'on peut faire le travail de déconditionnement et quand même chercher quelqu'un sur un site ou une appli. Bien évidemment, j'en suis l'exemple vivant. J'ai envie de te dire que ça viendra tout seul. Parce qu'encore une fois, ce dont il faut se souvenir, c'est qu'avant qu'on ne rencontre qui que ce soit, mon cerveau et le cerveau de la personne que je vais rencontrer se sont déjà mis d'accord sur la rencontre. Et s'ils ne s'étaient pas mis d'accord, on ne se serait jamais rencontré. Même si c'est ma voisine de palier, je vais la croiser tous les jours, je ne la verrai pas. Je vais la croiser tous les jours, elle ne me verra pas parce que nous ne sommes pas en phase. Nos cerveaux ont décidé de ne pas se rencontrer, donc ils ne se rencontreront jamais. C'est cette autre phrase qui dit « Quand la femme est prête, l'homme est là ». Complètement. Au contraire. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Il y en aura 2 par mois, les 2e et 4e vendredis du mois. Vous trouverez des infos sur mon site internet www.benedictanne.fr. J'ai aussi une chaîne YouTube dans laquelle vous trouverez plein de contenu. Merci de mettre un commentaire positif pour encourager les podcasts à venir. À dans 2 semaines.